Très bien. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi l'Amérique est-elle comme ça? Pourquoi l'Occident est-il comme ça? Pourquoi le monde entier est-il comme ça? Alors, voici Franz Kafka, et il écrivait avant la Première Guerre mondiale. C'est son livre le plus célèbre, intitulé Le Procès. Bon, je ne sais pas si vous avez lu ce livre ou si vous en avez entendu parler. Et le roman, c'est un roman très intéressant parce que le personnage principal, Joseph K., travaille dans une banque. C'est un employé de banque. Et il n'a jamais eu d'ennui de toute sa vie. Il est très obéissant, il est très gentil, il reste dans son coin. Et puis un jour, la police vient et l'arrête. La police ne lui dit pas pourquoi. Et Joseph K. essaie de comprendre pourquoi. Et il sait pas ce qu'il a fait de mal, il sait pas pourquoi il est arrêté, et puis il est jugé et le juge ne lui dit pas ce qu'il a fait de mal. Et juste au cas où, il essaie de comprendre pourquoi cela lui est arrivé, d'accord? Et voici sa réponse. Son but est d'arrêter des innocents et d'engager des poursuites inutiles contre eux qui, comme dans mon cas, ne mènent à rien. Comment éviter que ceux qui sont au pouvoir ne deviennent profondément corrompus quand tout est dénué de sens? Parce que la société est devenue une bureaucratie, et les bureaucrates ont besoin de choses à faire. Alors ils y vont, la police va arrêter des innocents, et ensuite les envoyer en procès. Maintenant, ce qu'il ne dit pas, c'est que la police pourrait arrêter des criminels, n'est-ce pas? Mais la police ne veut pas faire ça parce que les criminels pourraient se défendre, ou les criminels pourraient être méchants. Ils préfèrent arrêter une personne innocente parce qu'ils savent qu'elle sera docile. C'est la logique des bureaucrates. Comment est-ce que juste assurer mon existence en faisant le moins de travail possible? Alors, ça peut paraître étrange, mais laissez-moi vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Je suis à Toronto avec mes 2 garçons et je les laisse courir dans le parc. Et ça fait 2 mois qu'on fait ça. Donc, j'ai confiance en eux. L'un de mes garçons, il a 4 ans. Il court trop loin et je le perds de vue. Un inconnu le trouve et commence à lui parler. Mais mon fils ne parle pas un mot d'anglais. Alors les gens entourent mon fils. Jean, où sont tes parents? Et il a peur parce qu'il ne parle pas anglais. Alors il s'évanouit, d'accord? C'est ce qu'il fait, il s'évanouit pour se protéger. Donc ils appellent la police et ils appellent les ambulanciers, ils viennent et ils s'assurent qu'il va bien. Maintenant je le retrouve. Et là la police ils m'interrogent et je leur explique ce qui s'est passé. Et à ce stade, ils nous laissent juste rentrer à la maison, n'est-ce pas? Mais ils insistent pour nous emmener à l'hôpital. Je me dis, si on va à l'hôpital, on pourrait rester coincé là-bas pendant genre 12 heures. On pourrait faire la queue. Et genre, les ambulanciers, le mat m'a déjà dit qu'il y avait un problème avec lui. Ok, ce n'est pas un AVC. Il a juste fait un malaise. Mais il va bien. Ses signes vitaux sont bons. Et la police a continué d'insister. Pendant ce temps-là, il y a une bagarre qui éclate au parc. Et je me dis, pourquoi vous m'embêtez au lieu d'aller arrêter ces types qui se battent ailleurs? Et la réponse, c'est parce qu'il est plus facile de s'en prendre à moi que d'aller arrêter ces types. C'est comme ça que pensent les bureaucrates. Et ils cherchent toujours des moyens de justifier leur existence, sans pour autant faire le vrai travail. Et c'est ça le message du procès. À terme, la société devient tellement bureaucratique que les bureaucrates ne pensent qu'à créer des problèmes aux citoyens ordinaires, parce que la vie devient plus facile pour eux. Ok, est-ce que ça a du sens? Très bien. Passons à les origines du totalitarisme d'Hannah Arendt. Hannah Arendt est l'une des intellectuelles les plus influentes du XXe siècle. Et elle écrit sur la façon dont le nazisme a fini par dominer l'Allemagne, dont le communisme a fini par dominer la Russie soviétique, et sur la façon dont ces 2 régimes ont conduit à la mort de dizaines de millions de personnes. Comment ils ont déclenché la Seconde Guerre mondiale, comment ils ont créé l'Holocauste, comment ils ont provoqué la famine. Et dans son livre, elle affirme que ces 2 régimes sont des sectes religieuses, sont des sectes maléfiques. Et ils ont 3 caractéristiques déterminantes. La première est qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ils ne se soucient pas de la réalité. Ils ont une religion, ils ont une foi, ils ont un état d'esprit, et ils veulent imposer leur foi à la réalité. Ils se soucient pas de la réalité. Ils sont déconnectés de la réalité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes déconnecté de la réalité, votre seule logique est le mouvement, l'expansion. Vous ne savez que vous avez raison que si vous êtes en pleine croissance. Donc si les nazis, leur foi, leur religion allaient mener à la destruction de l'Allemagne, mais le nombre de leurs membres augmentait. Donc ils avaient raison. Ils gagnaient ces guerres contre les pays européens, donc ils avaient raison.
Ils ne peuvent pas utiliser la logique pour expliquer leurs actions. Alors ils utilisent le mouvement pour justifier leurs actions. D'accord? C'est le deuxième point. Le premier et le deuxième point mènent au troisième, à savoir que les nazis et les soviétiques détestaient la réalité. Ils défiaient la réalité. Ils luttaient contre la réalité. Donc, même si les nazis perdaient la guerre, même s'il était clair qu'ils ne pouvaient pas vaincre la Russie soviétique, ils ont persisté. Parce que dans leur religion, c'est le mouvement qui compte. C'est le fait de défier la réalité qui compte. Et c'est ce qui a conduit à la destruction de l'Allemagne. Et elle explique que les régimes totalitaires ont ces trois caractéristiques. Ils sont déconnectés de la réalité. Tout ce qui les intéresse, c'est l'expansionnisme. Et ils veulent défier la réalité comme véritable preuve de leur foi. Ce qu'elle ne dit pas dans le livre, c'est que ces trois points peuvent s'appliquer à toutes les bureaucraties, à tous les gouvernements, ce qui signifie qu'avec le temps, tous les gouvernements, toutes les bureaucraties tendront vers le totalitarisme. Parce que c'est la seule façon pour eux de justifier leur existence. Est-ce que ça a du sens? C'est bon? Alors, parlons-en concrètement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agit d'un livre de James Scott, c'est un excellent livre d'ailleurs, intitulé Seeing like a State. Et il essaie de nous expliquer comment fonctionnent les propriétés, comment fonctionnent les gouvernements, et pour lui, les gouvernements créent en réalité plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Eh bien, il énumère 4 raisons. La première est que tout ce qui les intéresse, c'est l'ordonnancement administratif de la nature et de la société. Une autre façon de dire cela, c'est qu'une bureaucratie est une machine. C'est une hiérarchie, c'est statique, c'est mécanique. Mais la société est comme une forêt. C'est diversifié. C'est un écosystème. C'est organique. Pour qu'un État existe, il doit transformer la forêt en une machine semblable à lui-même. Donc il détruit la diversité, il détruit la spontanéité, il détruit l'imagination. Très bien. Prenons un exemple de cela. Alors, ma question pour vous est, qui êtes-vous? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Enfin, qui êtes-vous en tant que personne? Dites-nous qui vous êtes en tant que personne. Oui, prenez juste 1 ou 2 minutes pour vous présenter. Qui êtes-vous en tant que personne? Salut, je m'appelle Banker et j'ai grandi à Pékin. Et je suis arrivé dans cette école en 2024. L'année dernière. Et Ok, faux. Ok, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que vous êtes un adolescent. Ok, c'est la bonne réponse. Très bien. Vous croyez être un individu avec des aspirations et des ambitions individuelles, avec un passé, avec une histoire. L'État s'en fiche. L'État a besoin de vous classer d'une manière qui lui permette de vous utiliser. Vous êtes un adolescent, ce qui veut dire que dans 2 ans, vous pourrez être employé dans une usine ou je peux vous envoyer à la guerre. C'est tout ce qui m'importe. Je me fiche de votre nom. Je me fiche de qui vous êtes. Je me fiche de savoir qui sont vos parents. Je me fiche de votre passé. Je me fiche de ce que vous aimez. Tout ce qui m'importe, c'est le fait que vous soyez un adolescent et donc que je puisse vous exploiter pour le travail. C'est comme ça que les États pensent. Donc, la bureaucratisation de la société. Ensuite, il y a l'idée de l'idéologie des high modernistes. Donc, parce que l'État est un monopole, la bureaucratie est un monopole. Elle devient arrogante, elle fait preuve d'orgueil, elle est trop sûre d'elle et elle veut imposer son idéologie à tout le monde. Elle croit qu'à travers sa propre planification, elle peut atteindre le paradis. Elle devient donc autoritaire, ce qui signifie qu'elle refuse d'écouter les critiques, les retours ou aux questions. Elle n'est pas ouverte au débat. Elle impose sa volonté aux gens, ce qui crée une société civile faible. Et si, en tant qu'organisation, vous ne recevez pas de retour, si vous ne faites pas preuve d'ouverture, alors vous allez dépérir et mourir. Et c'est pourquoi les États, les gouvernements finiront toujours par échouer. Donc, il utilise 2 exemples. Le premier exemple est ce qui s'est passé en Allemagne à la fin du 19e siècle. Donc, en Allemagne, il y a beaucoup de forêts et l'État réfléchit à des moyens de rentabiliser au mieux la ressource forestière. Eh bien, il y a certains arbres que l'on peut couper pour le bois d'œuvre, n'est-ce pas? Le problème, c'est que dans une forêt, la majeure partie de l'espace est occupée par des arbustes, de la verdure ou des arbres inutiles. Alors, leur idée géniale, c'est, vous savez quoi? Voici une solution simple. On va brûler la forêt et planter uniquement des arbres que l'on peut récolter pour le bois d'œuvre. Voyons, c'est une utilisation brillante de l'espace. C'est plus efficace.
Le problème, cependant, c'est qu'en faisant cela, les arbres deviennent sensibles aux maladies et aux changements climatiques. Une forêt est résiliente parce qu'elle est diversifiée. C'est donc ce que dit Scott. Les monocultures sont en règle générale plus fragiles et donc plus vulnérables au stress des maladies et des intempéries que les polycultures. Toute forêt non gérée peut subir le stress des tempêtes, des maladies, de la sécheresse, de la fragilité des sols ou du froid intense. Une forêt complexe et diversifiée, cependant, avec ses nombreuses espèces d'arbres, son cortège complet d'oiseaux, d'insectes et de mammifères, est bien plus résiliente, bien plus capable de résister et de se remettre de telles blessures que des peuplements homogènes. La nature possède donc cette diversité car elle permet la résilience. Une partie de la forêt peut mourir, mais le reste de la forêt se remettra de tout, qu'il s'agisse de maladies, de sécheresse ou d'intempéries. Et nous, les humains, on est pareil. Si vous laissez les humains faire ce qu'ils veulent, nous sommes résilients. Alors certaines communautés pourraient disparaître, mais d'autres communautés s'adapteront. Le problème avec l'État, avec le gouvernement, c'est qu'ils refusent, qu'ils voient la diversité comme un ennemi. Donc s'il y a une catastrophe naturelle, il est très probable qu'il y ait beaucoup plus de morts que dans d'autres circonstances. Un autre exemple est le communisme imposé en Tanzanie. Donc c'est un système descendant. Et leur idée est la suivante. Ces agriculteurs ont leurs petites exploitations, ils cultivent leurs produits, mais ce n'est pas efficace. Et si on rassemblait tous les agriculteurs pour faire du café? Et qui produisaient tous, vous savez, du café, du blé ou autre chose. Et ensuite, on peut vendre ça à d'autres pays. Et bien sûr, vous pouvez imaginer que cela mènera à la famine, car c'est le même principe que pour la forêt. S'il y a une crise météorologique ou une maladie, alors toutes vos récoltes meurent et par conséquent, votre population meurt. Ce que ces planificateurs avaient en tête, c'était une certaine esthétique. Ce qu'on pourrait appeler une codification visuelle de la production et de la vie communautaire dans le monde moderne. Le problème avec les bureaucrates, c'est qu'ils manquent d'imagination. Pour eux, tout doit être cartographié. Ils aiment les choses qui peuvent être planifiées, qui peuvent servir de modèle. Ils aiment se vanter de ces choses-là parce que c'est ainsi qu'ils perçoivent le monde. Mais le monde réel, la nature, exige de la diversité, exige de l'organique. Il donne donc des exemples de la façon dont l'État transforme la société. Donc avant, ce qui se passait, c'est que les gens se rassemblaient simplement et organisaient leur communauté en fonction de leurs besoins. C'est un processus ascendant, mais l'État veut créer des villes permanentes où les gens restent au même endroit tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des villes. Avant, ce qui était naturel, c'était simplement que les gens vivent dans de petites fermes, partagent des choses avec les autres et commercent entre eux. Le problème avec ça, c'est que l'État ne peut pas vous taxer. Donc ce que fait l'État, c'est qu'il vous amène dans les villes. Il vous fait travailler dans une usine pour pouvoir vous taxer. Le but de donner un salaire, c'est pour pouvoir vous taxer, pour vous exploiter. La propriété. Avant, il était très courant que les gens partagent la propriété ensemble. Maintenant, tout est détenu et contrôlé par l'État. Les ressources, c'est la même chose. Avant, les gens utilisaient simplement les ressources en fonction de leurs besoins. Mais maintenant, l'État veut centraliser ces ressources pour qu'il puisse taxer et exploiter les gens correctement. C'est donc ce que fait un mandataire de l'État. Alors, quelles sont les conséquences de la surbureaucratisation de la société ? Eh bien, ce qui se passe en Amérique, c'est que si les biens de consommation comme les voitures, les vêtements et les téléphones portables voient leur prix baisser, ce qui augmente, ce sont les services hospitaliers, la scolarité, d'accord, le logement. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de monopoles contrôlés par des bureaucrates, n'est-ce pas ? Donc, ce qui se passe avec la surbureaucratisation de la société, c'est qu'il est devenu presque impossible pour les classes moyennes, pour les gens ordinaires, d'avoir une vie décente aujourd'hui. Voici un autre graphique vraiment intéressant. La partie en noir vous montre la croissance du marché boursier. Et vous vous dites, waouh, c'est une bonne chose. Le problème, c'est d'abord que seulement 10% des gens aux États-Unis contrôlent la plupart des actions. Plus de 90% des actions. L'autre problème, c'est ça. L'autre problème, c'est que si vous regardez les prix, oui, ils ont augmenté, mais si vous regardez les actions en unités d'or, si vous allez simplement acheter des actions, devinez quoi? Le prix des actions a baissé. C'est bleu. Si vous utilisez de l'argent pour acheter des actions, ça monte. Mais si vous utilisez de l'or pour acheter des actions, ça baisse. Ce que cela nous dit, d'accord, très simplement, c'est que nous vivons dans un mensonge.
Toute cette création de richesse, ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est pas réel. Nous pensons juste que c'est réel. Nous vivons dans un monde imaginaire créé par des bureaucrates pour nous faire croire que nous sommes prospères. Est-ce que ça a du sens? La quantité d'or que vous pouvez acheter avec des actions a diminué, d'accord? Et donc le bleu, c'est l'or, le noir, c'est l'argent? L'argent ne vaut rien. Un autre problème créé par ce système bureaucratique, c'est que les gens ne veulent plus travailler. Donc en Amérique, on appelle ça le quiet quitting. En Chine, ça s'appelle tangping ou bailan. S'allonger, laisser pourrir. Les gens ne veulent plus travailler. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de travailler dans une bureaucratie, n'est-ce pas? Les dirigeants s'en fichent. Votre organisation n'a pas besoin de vous. Vous êtes aliéné. On vous dit ce que vous devez faire. Et vous ne pouvez pas négocier, vous ne pouvez pas progresser au sein de la bureaucratie, on vous demande de travailler trop, vous avez l'impression de n'être qu'une machine. Et donc la façon dont vous vous rebellez, c'est en vous allongeant ou en faisant le quiet quitting. Donc votre surparaphrasage de la société signifie que les gens sont devenus plus paresseux, plus complaisants, plus indifférents. Et ce que cela signifie aussi, c'est que la démocratie décline parce que la voix des gens, le pouvoir des gens est en déclin. Vous pouvez donc constater que les gens ont le sentiment que la démocratie est en déclin. En fait, les experts estiment que la démocratie, la capacité des gens à participer à la vie politique, la capacité des gens à influencer la politique, a décliné rapidement ces 10 dernières années. Nous vivons donc dans un monde qui devient de plus en plus bureaucratique, et cela nous tue. Des questions ? Donc, comme vous le dites, nous vivons maintenant dans un monde très corrompu. Monde bureaucratique. Ouais, un monde très corrompu. Alors quoi? Je n'arrive pas vraiment à voir l'avenir, que ce soit pour l'humanité ou genre... est-ce qu'il y a un bon côté au monde actuel? Quels sont les bons côtés du monde actuel? Eh bien, le bon côté, c'est que comme les choses sont devenues si corrompues, les gens sont maintenant forcés de penser par eux-mêmes, n'est-ce pas? Avant, on pouvait juste faire confiance à son professeur. On faisait juste confiance à ses parents. On faisait juste confiance aux figures d'autorité. Mais maintenant, on les voit pour les bureaucrates qui sont. Et donc, on est forcé de penser par soi-même. Et donc, on est maintenant forcé de s'éduquer soi-même. On est maintenant forcé d'explorer différentes opinions. Donc, les esprits s'ouvrent, et je pense que c'est une très bonne chose dans le monde actuel. D'autres questions? Donc, est-ce que ça aiderait si on supprimait la plupart des managers et qu'on n'en gardait qu'un ou deux? Ouais. C'est une très bonne question. Si c'est un problème, pourquoi ne pas simplement se débarrasser des managers? Et la réponse est qu'ils détiennent tout le pouvoir. Ils préféreraient largement vous envoyer à la guerre et vous faire tuer plutôt que de perdre leur emploi. Donc, revenons à l'exemple de l'université de Stratford. Leur mentalité, c'est « Comment puis-je maintenir mes privilèges ?» Ils ne se soucient pas de la société. Tout ce qui les intéresse, c'est de maintenir leurs privilèges. N'est-ce pas? Donc, ils forment une société en faillite, et quand la société fait faillite, ils s'attendent à ce qu'elle continue à les payer. D'accord, donc ce sont des parasites, et nous ne pouvons rien y faire. Oui? Comme nous venons de le dire, y a-t-il moins d'enseignants et moins de professeurs? Ouais, disons, si la plupart des gens choisissaient de démissionner. Alors, qui vont-ils contrôler s'il y a moins de personnes pour travailler pour eux? Tu sais, c'est une très bonne question. Le problème, c'est qu'ils ne pensent pas comme ça. Ils ne pensent pas à l'efficacité de leur organisation. Ils ne se demandent pas « Est-ce que j'aurai encore un travail dans 5 ans ?» Tout ce qui les intéresse, c'est de maintenir leur position ici et maintenant. La façon dont ils s'y prennent, c'est en embauchant leurs amis ou des gens qui leur ressemblent à d'autres postes de direction. Ils deviennent donc une sorte de cabale ou un réseau à eux seuls. Et pour être franc, ils deviennent des parasites. Et ce que veulent faire les parasites, c'est se nourrir de l'hôte. Quand l'hôte meurt, que va-t-il se passer? Ils passeront à un autre hôte? Pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils font tous partie de réseaux plus larges également. C'est donc comme ça qu'ils pensent. Ils se disent, eh bien, vous savez, tant que la société survit, je continuerai à avoir un travail. Alors peut-être que cette université fera faillite, mais il y a une autre université où je peux aller et que je peux exploiter. Eh, vous savez quoi? Ça marche. Parce que les gens au sommet se protègent les uns les autres. Ok, est-ce que ça a du sens? Ils ne se soucient pas de cet hôte, ils ne se soucient pas de cette organisation.
Ils ne se soucient pas de savoir si elle fait faillite, car ils peuvent toujours passer à une autre organisation à faire faillite. Ce qui compte, c'est de maintenir leur clientèle, leur réseau politique. Donc ils s'entraident tous. Est-ce que ça a du sens? Ok, super. D'autres? Face à ces questions cruciales, nous devons nous demander, est-il réellement possible d'arrêter ou même d'inverser ce système de corruption profondément ancré? Oui, je n'arrête pas d'expliquer ça. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Et donc, ce qui doit arriver, c'est que toute la société doit s'effondrer avant de pouvoir se régénérer, avant de pouvoir se rajeunir. Mais avant que la société ne puisse s'effondrer, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Donc, par exemple, ils peuvent créer des guerres civiles où la gauche et la droite se battent entre elles et ils sont laissés tranquilles. Ou ils peuvent utiliser l'IA pour vous contrôler, n'est-ce pas? L'IA est Dieu, les gars. Écoutez Dieu. Ou ils peuvent simuler une invasion extraterrestre, ou ils peuvent vous envoyer à la guerre. Ils peuvent déclencher toutes ces guerres inutiles. Mais peu importe ce qu'il faut faire pour maintenir leurs privilèges et leur pouvoir, c'est une mentalité. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés là où ils sont. C'est comme ça que l'élite pense. D'autres questions, les gars? D'accord, monsieur. Zhang, ma question est la suivante. Je suis en terminale, donc si vous étiez à ma place, si vous étiez un élève de terminale aujourd'hui, que feriez-vous? Est-ce que vous poursuivriez vos études, des études supérieures, ou est-ce que vous abandonneriez, tout simplement? Ouais, d'accord, c'est une excellente question. Donc, vous êtes sur le point d'aller à l'université. Et comme je vous l'ai dit dans ce cours, l'université est une arnaque totale. Tout ce que vous faites, c'est payer pour les beaux salaires et les avantages de ces administrateurs à l'université. Vous payez pas vraiment pour les professeurs. Vous payez pour que les administrateurs aient une belle vie. Et donc, ce que je ferais, c'est peut-être ne pas aller à l'université. Ce que je ferais, c'est me concentrer sur l'éducation, sur l'apprentissage. En lisant beaucoup de livres, en posant beaucoup de questions et en faisant mes propres recherches, en apprenant de vraies compétences. Dans une société comme celle-ci, où le jeu est truqué, aller à l'université signifie que vous allez simplement perdre. Peut-être qu'avant, il y a 20 ou 30 ans, c'était bien d'aller à l'université parce qu'on pouvait devenir manager. Mais maintenant, toutes ces places ont été prises par l'élite et leurs enfants. Il n'y a pas de place pour vous. Donc, la seule chose que vous pouvez faire dans ce contexte, c'est de vraiment commencer à vous former, avec de vraies connaissances. Lire des livres. Rencontrer plein de gens différents, explorer le monde, ok? Genre vraiment développer de vraies connaissances, ok? C'est la meilleure solution, d'accord? D'autres questions? Ça ne change rien, la filière? Non. Ça ne change rien à la filière. C'est une arnaque, tout ça. D'accord. Ouais, D'accord. c'est une arnaque, tout ça. C'est une arnaque, d'accord? Peu importe l'université où vous allez. Arts libéraux, Ivy League, université publique, c'est une arnaque. Peu importe votre filière, économie, psychologie, sciences humaines, informatique, c'est une arnaque. Le système existe pour que les managers et les administrateurs puissent continuer à se nourrir sur le dos du système.